vous avez eu faim en voyant ces images, pas de honte, c'est normal, vous êtes humain. Notre corps est naturellement attiré par les produits caloriques. Mais si je vous demandais le point commun entre un burger et une carotte, peu de personnes me répondraient « le sucre ». En effet, les deux aliments en sont remplis et pourtant on les classe différemment. L'un est un produit naturel et l'autre un produit ultra transformé. Vous ne savez pas ce que c'est ? Pourtant, d'après le rapport soumis au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec de 2016, il représentait près de la moitié de nos apports caloriques journaliers en 2004 et plus de 75% des apports en sucre, principalement chez les jeunes. Pour nous aider, nous avons rencontré un des auteurs, M. Jean-Claude Moubarak, à l'Université de Montréal. Chercheur en nutrition publique à l'Université de Montréal, au département de nutrition. Et j'ai une formation en anthropologie et santé publique. Et ma spécialité, je m'intéresse au rôle de la transformation alimentaire et son impact sur la nutrition et la santé. Alors, il faut distinguer les sucres naturels qu'on retrouve naturellement présents dans les aliments des sucres qui sont ajoutés aux produits transformés. La différence, elle est importante parce que dans l'aliment, le sucre, d'abord, il se retrouve en proportion raisonnable et il se retrouve en association avec d'autres nutriments qui vont faire en sorte que l'absorption du sucre dans votre corps va être plus douce. Tandis que si on regarde les produits transformés, la quantité de sucre ajouté, d'abord, elle est beaucoup plus grande et ce sucre-là se retrouve avec d'autres nutriments qui sont problématiques, comme le sel, comme le gras par exemple. Vous l'aurez compris, un produit ultra transformé est un aliment fabriqué qui n'est pas naturellement présent dans la nature. Et si nous le trouvons intéressant pour nos papilles, il faut admettre qu'il nous serait impossible de recréer un tel produit à partir des étiquettes. Remonter la chaîne de production est peine perdue car de nombreux additifs chimiques perturbent notre compréhension du goût et de l'apport nutritif. Le produit est une pure création humaine et c'est un allié de choix pour le sucre que nous ne décelons pas toujours. Et pourtant, on nous l'a marketé ce sucre, le plus petit des grands plaisirs, le plaisir irremplaçable. Toutes ces alléchantes publicités qui nous vantent le plaisir associé aux produits ultra transformés, comme la réussite sociale et personnelle par exemple. Mais quel est le but ? Pourquoi ces identifications symboliques ? Pourquoi ne pas vanter les vertus nutritives, chose légitime pour un produit de qualité, plutôt que l'expérience consommateur ? Si certains essayent, c'est pourtant timidement. Non, l'objectif de cette industrie du sucre est plutôt de nous rassurer et d'offrir une expérience culinaire avec une forte commodité, du fait qu'il n'y a rien à préparer. On cherche à nous séduire, à nous projeter dans des scénarios d'identification, on nous éduque sur les modes de consommation à suivre. Pourquoi tant d'efforts ? Eh bien, selon le modèle d'Hegel, Mitchell et Wood, nous sommes une partie prenante dangereuse, à la fois détentrice du pouvoir économique, car le client final est très réactif sur les scandales alimentaires. C'est un modèle d'affaires qui semble pourtant fonctionner au plus grand profit des actionnaires. Car c'est une industrie qui rapporte beaucoup. Selon Data Monitor en 2008, le seul secteur de la chocolaterie-confiserie rapporterait près de 1400 milliards de dollars dans le monde, soit presque le PIB du Canada. Et nous n'incluons pas ici des entreprises comme McDonald's ou Coca-Cola, troisième entreprise agroalimentaire en termes de chiffre d'affaires. Un pouvoir très visible, il est courant de voir dans le paysage médiatique le CEO de McDonald's justifier ses cotations boursières et commenter les politiques publiques du gouvernement Trump, ou bien d'écouter le discours d'économistes influents ou d'hommes d'affaires au meeting annuel de Coca-Cola. Mais il faut prendre du recul afin de comprendre la stratégie des industriels de produits ultra transformés, car leur position et leur existence est menacée. Car avant tout, ces industries sont très décriées par la communauté scientifique indépendante. Cette partie prenante est le cauchemar des industriels. Ils sont très légitimes par leur formation et demandent une réaction urgente lors de publications de rapports de santé faisant le lien entre produits sucrés, obésité et diabète. Car ces rapports influencent à terme la décision publique pour le choix de la réglementation. On pourrait citer par exemple le très complet rapport de l'INSPQ datant de mars 2017 relatant des habitudes alimentaires au Québec. Un enjeu majeur de la communauté scientifique est de trouver un indicateur pour que le consommateur puisse s'y retrouver. Mais ici, entre la communauté scientifique et l'industrie, ça coince. On n'a jamais freiné les débats. Je le dis. On a participé au groupe de travail. Je suis vice-président du Fonds français Alimentation et Santé, qui est parité entre scientifiques et industriels. On a toujours travaillé avec éthique, avec respect sur ce projet. C'est qu'il y a un lobbying forcené qui est fait au niveau de l'Europe, avec un groupe de 6 industriels qui se sont associés. Donc il y a Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Mars et Mondelez. Ils ont tellement peur du Nutri-Score qu'ils ont proposé encore un nouveau logo
issu d'un système que les Anglais avaient mis en place, sur lequel on avait déjà discuté et travaillé depuis des années, mais en le mettant à leur sauce. Un indicateur visuel qui fait donc peur aux industriels. Jugé meilleure façon de sensibiliser les consommateurs par les scientifiques, il résume l'apport en gras, sucre et sel par des feux de couleur. Quoi d'autre pour l'industrie du sucre que de le retarder? Par du lobbying par exemple. Un fonctionnement organisationnel légaliste cherchant à valoriser ses intérêts par des campagnes de lobbying toujours plus chères et complexes. 1 milliard d'euros contre le Nutri-Score par exemple, selon l'émission Data Gueule. Des moyens gigantesques apparemment rentables, allant jusqu'à poser des recommandations de vote sur les bureaux du Parlement européen, lors des débats sur les indicateurs nutritionnels. Un trafic d'influence qu'a pu nous apprendre l'excellent documentaire de Cache Investigation sur l'industrie du sucre, sorti en 2016. La plus grande externalité négative pour le consommateur, c'est l'apport nutritif de ces types d'aliments conduisant à des complications de santé. D'un point de vue holistique, les nutriments fonctionnent en symbiose dans un aliment non transformé et permettent une assimilation douce par le corps ainsi qu'une sensation de satiété. Et donc, l'ajout artificiel de nutriments dans les produits ultra transformés comme le sucre perturbe cette harmonie. Ces nutriments additionnels sont souvent couplés avec d'autres additifs artificiels afin de maintenir une structure cohérente, une meilleure conservation et des arômes décuplés. Ces aliments brisent l'équilibre alimentaire par leur composition qui s'éloigne très souvent des besoins nutritionnels primaires. Si les scientifiques pointent un problème de santé publique, les industriels prônent la libre entreprise et combattent la stigmatisation des produits ultra transformés. Pour eux, ce n'est pas le produit qui pose problème, mais plutôt la manière dont on le consomme. Et c'est à l'acheteur de se raisonner dans le choix de sa consommation. Une stratégie défensive mise en place pour gagner un temps précieux et qui fonctionne, car le projet d'étiquetage européen par exemple compte désormais 2 ans de retard en Europe. Qu'en pense notre expert? Les sucres libres présents dans les produits transformés sont problématiques. On l'a su dans les années 20-30 par les travaux de différents chercheurs, mais ça a été oublié. Le problème de l'ultra-transformé, c'est pas seulement le sucre ou le gras, c'est son concept. C'est le fait qu'on essaye de produire un produit qui porte à la surconsommation. Donc, qu'on le remplace avec du sucre ou un édulcorant, reste que le goût va être extrêmement intéressant et donc la personne ne va pas s'empêcher de manger. Donc, elle va continuer à consommer le produit. Addictif le sucre, vous dites? Non, très addictif. C'est en effet ce que les recherches semblent démontrer. En 2015, le chercheur Serge Ahmed a tenté l'expérience sur des rats cocaïnomanes en proposant un dilemme très simple, le choix d'une dose de cocaïne ou d'une boisson sucrée. Les résultats sont catégoriques, le sucre est préféré à la cocaïne, pourtant très addictive. Un sujet largement évité. Tous les géants industriels des produits ultra transformés font de la reddition de comptes, en masse. Rapport de RSE, d'impacts sociaux envers les clients, les actionnaires, les collaborateurs, Coca-Cola prône fièrement son ISO 9001 et son ISO 5001 sur la consommation énergétique. Tout leur site internet possède un onglet RSE et propose même aux parties prenantes externes de participer à leur reddition de comptes via le service consommateur ou des conférences questions-réponses. Nous pouvons néanmoins conclure que ces entreprises ont une vision restreinte de la responsabilité sociale. Le profit est une priorité. La reddition de comptes n'a pour objectif que de détourner l'attention sur d'autres sujets. Si l'on suit la théorie de Pasquero, ces industries suivent un modèle compensatoire de la RSE, en axant leur effort sur l'environnement pour mieux négliger la sphère sanitaire. Et si certains proposent des alternatives au sucre traditionnel, celles-ci servent plutôt de stratégie de segmentation afin de capter une clientèle contestataire. Ce serait comme se tirer une balle dans le pied que de décrier la production traditionnelle. Imaginez l'impact pour la légitimité de l'entreprise si la clientèle apprend qu'elle consomme une drogue. Cela explique alors pourquoi il y a tant de références sur l'aspect social du produit dans les campagnes de promotion. On cherche ici à gagner en légitimité cognitive afin que le consommateur associe instinctivement ces produits ultra transformés à ses aspects pratiques et conviviaux plutôt qu'aux problématiques de santé qu'on lui reproche. Car en somme, les messages de prévention sont émis par la puissance publique et non volontairement par les entreprises. Cette partie prenante pourtant définitive plie sous les externalités. C'est un réel problème de santé publique et de financement. L'obésité et le diabète font partie des causes de décès les plus fréquentes dans le monde et coûtent très cher. 1,5 milliard de dollars en coûts de soins chaque année au Québec, selon l'INSPQ. Et ce budget, tout le monde le paye, même si vous mangez sainement. Le Mexique, qui est le pays le plus touché avec un taux d'obésité de 1/3 de sa population selon l'OCDE, craint même un effondrement de son système de santé du fait de ce fléau. Un budget non assumé par les industriels qui est dépensé d'une bien autre manière. Les études scientifiques allant à l'encontre de leurs intérêts sont démenties via le financement d'études contradictoires, comme l'atteste notre expert en pleine complication contre Coca-Cola. Ce méandre rappelle à certains auteurs la position des industriels du tabac dans les années 60.
C'est en tout cas ce qu'essaye de montrer le documentaire Sugar Coated de Mitchell Hauser que l'on vous conseille de regarder. Mais s'impliquent-ils dans la société civile? Que dire de leurs investissements? Eh bien, leurs relations avec les parties prenantes sont assez paternalistes, avec des implications et des dons arbitraires. Une philanthropie renforçant le pouvoir politique et symbolique de ces entreprises par la création de fondations par exemple. Rencontres sportives, programmes sociaux, aide humanitaire, bref, les relations sont verticales et souvent très liées aux externalités qu'on leur reproche. Mais dans un but de légitimation pragmatique, notre business, un mal pour un bien. Alors que penser? Sommes-nous impuissants face à cette industrie? Comment progresse la RSE? Si l'activisme actionnarial semble très marginal, la puissance publique est une voie de changement. Nous sommes en phase de réglementation en termes de formation des enjeux. Des propositions sont soumises et débattues. Par exemple, l'OMS abaisse la dose de sucre recommandée à 25 grammes par jour. Des taxes supplémentaires s'appliquent sur des produits sucrés comme les sodas en France. Les confiseries sont bannies des écoles primaires. L'information est diffusée plus largement auprès du grand public par des campagnes de sensibilisation. On avance. L'objectif principal est de rendre le produit ultra transformé moins attrayant, chose difficile tant son prix et sa disponibilité est élevée. Les institutions empêchent les industriels de s'octroyer notre légitimité cognitive. Mais la piste la plus intéressante est la suivante, et nous laisserons le mot de la fin à notre expert. Donc je pense qu'il faut davantage travailler à communiquer comme information que les meilleurs aliments sont ceux qui n'ont pas d'emballage, ceux qui n'ont pas d'étiquette. Vous l'aurez compris, tout cela est évitable, en se donnant la peine de cuisiner des produits frais.